Allô? Allô, oui? Allô? Allô? C'est toi, Oui, bonjour et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. et décrocher les livres des bibliothèques. Bienvenue dans le 20e épisode 21e. de notre émission Allô. 21e. 21e, 21e. Et donc, pour Ouais. fêter ça, on a eu 1 heure de problèmes techniques. Ça fait 1 heure qu'on essaie de se connecter. Donc, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va recevoir à nouveau une poétesse. Donc, le principe de l'émission, c'est de vous faire aimer la littérature, de vous reconnecter à la lecture et de vous présenter des auteurs peu connus qui méritent d'être lus. Voilà. Alors, Alors, est-ce que tu as une petite introduction à faire, comme d'habitude? oui, j'ai une petite introduction, comme d'habitude, à faire. Euh, du coup, je voulais souligner le fait que, de par ma maigre connaissance de Capucine, donc on s'est vu que quelques fois, on s'est vu une fois, je crois, en fait, à Soro City, et c'est tout. Et on était censé se revoir, mais bon, je la connais un petit peu, du coup, j'ai plus ou moins entreaperçu sa personnalité. Et je voulais rappeler, du coup, avant toute chose, que dans son livre, et aussi de façon générale, j'ai l'impression dans sa personnalité, Mhm. c'est quelqu'un qui est très, comment dire, elle est très légère, elle est très dans le quotidien, mais dans ses mots surtout, elle arrive à sublimer ce quotidien. Et Mhm. j'ai une anecdote entre parenthèses. Quand on s'est vu à Soro City, du coup, elle a lu quelques extraits de son livre. Elle a lu un poème qui s'appelle Parfois, que j'ai retenu, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est pour ça que je parle de cette personnalité, parce que quand on la voit, c'est une jeune femme très fluette, très, très mince, etc., Mhm. très légère. Légère aussi bien au niveau de la personnalité que je pense de l'aspect physique. Et quand elle a commencé à lire, mais vraiment, subhanallah, elle a mis une gravité dans ses mots qui m'a vraiment étonnée. Je sais pas si tu vois une personne Oui. et quand elle a lu, elle a mis vraiment une gravité dans ses mots qui les a rendus tout de suite très. On est rentré avec elle dans le poème. Et Mhm. pourtant, c'est là que ça relève du génie. C'est que je pense, comme tu l'as vu, son poème, il parle justement du quotidien. C'est un peu la prose au quotidien. Toutes ces choses qu'on oublie, Mhm. ces rituels, ces objets, voilà, ces volets, comme elle décrit Mhm. très bien, ces grandes cuisines, toutes ces choses qu'on oublie, mais qui font partie du paysage quotidien. Et Oui. je trouve que, bien ça, au niveau de personnalité, machallah. C'était un petit peu ça, du coup, que je voulais souligner ici. Le fait que l'artiste, il a vraiment cette capacité, et c'est là que du coup j'ai vraiment compris que c'était une vraie artiste, même si j'en doutais pas. Mhm. Il a quand même cette capacité, je trouve, euh, de cette capacité à faire revivre à nos yeux qui sont lessivés, à nos yeux qui sont fatigués de les avoir trop vus, la beauté de ces objets, en fait, tu vois, ces objets qui sont autour de nous, qu'on regarde même plus, mais qui au final, ils sont là et ils ont une certaine beauté, une certaine magie, si on prend le temps de les m'en servir, un téléphone pour appeler, un verre pour boire, mais de les voir avec les yeux du désintérêt, c'est-à-dire pas du désintérêt, je m'en intéresse pas, mais au contraire, je m'y intéresse, mais sans avoir le filtre de l'utilité, tu vois, sans avoir ce Oui. filtre un objet pour un objet. Et c'est, Oui, je oui. crois, ce que fait un certain courant artistique, je sais pas si tu connais l'art pour l'art. Je crois que c'est ça. Je D'accord, sais pas non. si tu connais. Non. Ben, ils avaient un peu ils avaient un peu cette philosophie-là de peindre plein d'objets de la vie quotidienne. Je crois que c'est celui qui a peint l'urinoir. Il est super connu. Ah oui, d'accord. Tu Bah, vois, je connaissais pas le nom du mouvement, mais oui, effectivement. Oui, oui, oui. c'est dans ce sens. C'est rendre, c'est artistiser, on va dire, le quotidien, le C'est rendre ça. artistique. Ouais. Oui, Ouais. oui, d'accord. Ok, c'est bon. Je Mm. trouve qu'après, elle nous dira, ça se trouve, elle va me dire, mais pas du tout en fait, mais je pense quand même que j'ai à En peu tout près cas, raison. c'est ce que toi tu as perçu du Oui, livre, de voilà, ces donc en poèmes. vérité, il n'y a pas Mm. de vrai ou faux, parce que c'est une Mhm. sensibilité qu'on perçoit. Et j'ai vraiment, voilà, Mhm. j'ai perçu ça. Le fait de redécouvrir un peu ce paysage dans l'ouvrage, il y a beaucoup de poèmes un peu comme ça, où elle parle un peu du fait de passer devant des objets qu'on voit tout le temps et en fait leur redonner une certaine magie, leur redonner un certain intérêt. Et pour nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on fait toujours un petit lien quand même pour nous, c'est que c'est Mhm. aussi ce que, même de façon générale, hein, je pense que de façon générale, dans toutes les religions, de celles que je connais du moins, on nous demande quand même d'avoir ce regard, cette attention à toute chose. C'est-à-dire le fait de donner son droit à toute chose, qu'est-ce que ça veut dire au niveau religieux? Ça veut dire de faire attention à toute chose. Donner son droit à ton corps, ça veut dire faire attention à ton corps. Donner son droit à ton époux, c'est faire attention au fait que lui aussi, il a le droit d'avoir du temps avec toi, il a le droit d'être chouchouté par toi, tu vois. Mhm. Et
en étant ça à la création, Allah il nous demande de donner son droit à chaque chose, c'est-à-dire ne pas passer devant chaque chose avec mépris, ne pas passer devant chaque chose sans la contempler, sans la regarder. Parce que finalement, c'est dans quoi d'autre que dans la création qu'Allah il a disséminé ses signes. Ben, c'est dans la création. Dans quoi d'autre que la création, subhanallah. Donc c'est bien d'avoir ce regard un peu intéressé. Et j'aimerais du coup citer quelques versets, ça va aller très vite, mais par rapport à ça. Donc dans la sourate pardon, Younous au verset 67, Dieu nous dit c'est lui qui a conçu la nuit pour vous permettre de vous reposer et le jour pour que vous puissiez voir clair. Certes, il y a en cela bien des signes pour ceux qui savent entendre. Qui est-ce qui de nos jours se pose devant sa fenêtre la nuit, bon la nuit c'est un peu plus poétique, ou le jour et se dit là en fait c'est un signe de la grandeur divine. Là c'est un signe du fait qu'il y a un grand ordonnateur à l'origine de tout cela. Plus personne. Parce que pour nous, le jour, ça signifie j'ouvre mes volets. La nuit, ça signifie je ferme mes volets. C'est tout. On n'y voit que Mais le ça prisme. signifie je vais Ah ouais, bosser ou je vais aller faire des courses ou des papiers ou enfin voilà c'est quoi. ça. On voit que le côté, bah, comme tu disais tout à l'heure, utilitaire finalement du jour et non plus le côté artistique de toute cette lumière et de tout ce qui s'éveille quoi. Finalement. C'est ça. On a tout de suite un regard qui est intéressé, mais et braqué vers nous en fait. La nuit tombe, je dois dormir. Le jour se lève, je dois travailler. Alors qu'en vérité, on devrait considérer la création pour ce qu'elle est, sans la rappeler toujours à nous. Mais ça, c'est l'orgueil de l'être humain et c'est aussi normal parce que Dieu aussi nous a dit qu'il avait mis toutes ces choses à notre Mhm. disposition. Et juste pour citer un dernier verset que je trouve vraiment très très beau, et ensuite je te laisserai la parole. Donc, alors j'hésite parce qu'il y en a deux qui sont beaux. Mais donc voilà. Surat al-Qamar, donc la lune. Mhm. euh, et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Et en fait, quand on regarde bah, dans le Coran, Allah il parle de tout ça. Donc, il rend le Coran facile à méditer, puisque le Coran médite sur des choses auxquelles on a accès tous les jours. Il parle de voilà la nuit, le jour. Il parle des bestiaux aussi, n'est-ce pas des signes? Il parle des chameaux. Il parle de plein de choses en fait qu'on voit au quotidien et qu'on devrait remettre en question. C'est-à-dire se poser la question de est-ce qu'ils sont pas là pour quelque chose, pour autre chose que mon Mhm. propre machallah. Voilà. C'était mon petit rappel parce que je trouve que ça introduit bien le livre de Capucine qui est Mhm. vraiment le fait de rendre magique le prosaïque. Tu vois? C'est ça que Tout à j'ai fait. compris. Ouais, ouais, j'ai ressenti ça aussi et c'est très très bien dit, merci. Ça permet vraiment d'avoir une image. Alors moi, je voulais parler tout simplement de manière plus globale de la poésie et de la place de la poésie aujourd'hui dans notre société. Donc, bon, elle est essentielle, la poésie, mais elle est assez discrète dans le paysage littéraire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mise en avant par les médias. Et voilà, c'est pas le genre littéraire le plus acheté ni le plus lu. Mhm. Mais malgré les changements technologiques, la poésie conserve son pouvoir de captiver, de défier et de transformer les lecteurs. C'est vraiment l'essence de la poésie. Je dirais même aussi d'inspirer. Alors que ce soit à travers les livres ou même les performances, des lectures en direct ou des événements. Et ça permet vraiment de refléter les réalités de notre époque. Et ça rejoint vraiment ce que tu disais, l'époque, donc ce qu'on vit, le prosaïque, le quotidien. Mhm. Alors, la poésie, en fait, pour parler de sa place, on a 5 pôles. On a le pôle expression individuelle et universelle. Donc, la poésie offre un espace pour l'expression individuelle où les poètes peuvent engager leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences de manière unique. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment unique. Mhm. On reconnaît quand même la plume de chaque auteur. En même temps, donc c'est très personnel, hein, on part de soi, de son expérience, mais en même temps, la poésie aborde des thèmes universels, et donc là, tout le monde est concerné, tels que l'amour, la perte, la nature, la quête de sens, etc. Deuxième point qui fait de la poésie un genre littéraire important, et sa spécificité, c'est l'exploration linguistique et esthétique. Mhm. Donc la poésie repousse les limites linguistiques et esthétiques. C'est vraiment un jeu de mots. C'est vraiment un jeu de mots. On mélange, on secoue comme un shaker et puis on voit ce que ça donne. Il y a Mhm. une boisson, un nectar qui sort de là. Mais, Euh, machallah. vraiment, enfin moi, de toute façon, bah, tu sais, hein, je n'écris que de la poésie, donc c'est.
Et en jouant donc avec les mots, les rimes, les sons, et puis les images, tout l'imaginaire qui s'évade, j'allais dire qui s'évapore, permet de créer donc des œuvres d'une grande beauté et profondeur. Donc c'est vraiment le renouveau linguistique. Il y a vraiment un jeu sur la langue. Troisième un point pour montrer l'importance de la poésie, l'engagement avec les questions sociales et politiques. De nombreux poètes contemporains utilisent la poésie comme moyen d'explorer les questions sociales, politiques et culturelles de leur époque. Ce qui est un petit peu moins présent dans ce roman, dans ce recueil, où effectivement on a des thèmes généraux, mais pas forcément des thèmes sociétaux ou politiques actuels. Donc c'est vrai qu'on a eu les poètes résistants, les poètes engagés lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Donc c'est vraiment une façon de revendiquer des droits et de la justice. C'est ça. Ensuite, la poésie peut prendre aussi de nombreuses formes, donc allant de poèmes traditionnels à certaines performances, comme par exemple le slam ou la poésie visuelle et numérique. Et du coup, est-ce que le rap est en compte ou pas dans la poésie? Le rap, c'est encore un autre genre ou ça rentre en compte? Oui, mais c'est de la poésie. Alors, attends, si je me rappelle bien, c'est rhythm and poetry. Ouais. Ça vient de l'anglais. Donc, c'est du rythme et de la poésie à la base. Après, aujourd'hui, c'est ce que c'est avec peut-être un peu de vulgarité, etc. Mais c'est vraiment du rythme et de la poésie, c'est le rap. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, alors, pour le côté engagé et dénonciation des problèmes sociaux, le rap, c'est pas mal. Oui. Et dernier point, communauté et partage. La poésie crée des communautés de lecteurs, d'écrivains et de performeurs qui partagent une passion commune pour les mots et les émotions. Donc, on a des festivals de poésie. Là, bientôt en mars, on a le Printemps des poètes pour la 25e édition. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des petits événements qui sont organisés ici et là. Voilà. Donc, en résumé, la poésie demeure un art vivant et dynamique qui continue de jouer un rôle important dans notre culture contemporaine, en explorant les profondeurs de l'expérience humaine et en repoussant les frontières de l'expression linguistique et artistique. J'espère que ce petit article vous a donné envie de lire ou d'écrire de la poésie. En tout cas, de lire. Envie. Avec la Comment je dis surtout que notre interview vous donnera envie, parce que Capucine, elle a écrit un livre très qui donne envie de lire de la poésie. Moi, c'est pas du tout mon genre phare. C'est pas ce que j'écris, c'est pas ce que je lis. Mais il y a plusieurs recueils comme ça dans ma vie qui m'ont donné envie d'en lire, tu vois. Un peu. Donc... Et justement, on va faire venir l'autrice. Ah, super. Coucou. Ça marche. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend parfaitement. J'ai mis un casque comme si j'étais dans un avion, mais c'est parce que sinon on m'entend pas sans les écouteurs. Donc voilà, j'ai l'air un peu comme si j'étais dans un cockpit, mais voilà. Très bien. Je suis contente de te voir enfin sur ce live. C'est tellement. Mais oui. Oui, au début je me suis dit que c'était vraiment qu'il fallait pas le faire, et puis finalement, bon voilà, c'est que on a trouvé des solutions. C'est bien aussi. Désolée pour le harcèlement qu'on t'a fait vivre. T'inquiète. Pas de stress. Alors, pas de stress. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. En quelques mots, les mots les plus importants que je pourrais partager. Donc j'écris. Je suis tombée dans la poésie un peu par hasard. Et je crois que c'est pour ça que c'est important. C'est parce que c'était pas prévu. En fait, je suis partie à Rome quelques mois à une période de ma vie de changement. Et là, des mots sont venus comme ça, sans que je me pose 36 000 questions. Et en rentrant de Rome, il y a un fil qui me semblait logique. Et j'ai rassemblé les textes. Et puis, parce que j'ai une bonne fée, j'ai pu trouver un éditeur. Et puis l'aventure a commencé. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super important. Et puis voilà, juste un autre mot par rapport à qui je suis, que je pense que c'est chouette aussi. Je suis prof de français langue étrangère. Donc l'idée de transmettre la langue, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est une manière de jouer tant avec la langue de mon côté,
dans la poésie que de tenter de la transmettre à des personnes qui l'ont pas encore et donc de participer à la société dans laquelle je suis. Donc voilà, c'est deux choses que j'aurais envie de dire. Super, merci. Alors, tu as déjà répondu en partie à une question, mais peut-être que la première question, ça peut être est-ce que tu as voulu écrire depuis toute petite? Mais je pense que non. Mais si, Ah, bon, si, d'accord. si, si, si. Depuis longtemps, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Et pour vous dire, à table, quand j'étais petite, il y avait toujours un dictionnaire. Donc, il y avait ma famille et un dictionnaire. Et donc, quand on connaissait pas un mot, on allait au dictionnaire, voir le dictionnaire. À ce moment-là, il n'y avait pas encore forcément les smartphones comme aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression d'avoir 60 ans quand je dis ça, même si j'en ai que 30, 32. Mais, mais oui, petite, il n'y avait pas Google à notre portée, et donc le dictionnaire était là. Et depuis toujours, il y a eu un plaisir à jouer avec les mots, sans vraiment l'assumer non plus. Parce qu'après, j'ai fait des études de droit. C'est aussi un jeu avec les mots, mais différent. Et j'ai pris un peu, voilà, j'ai un peu fait l'école buissonnière avant de trouver vraiment la voie dans laquelle je me sentais bien. Et c'est ce voyage à Rome qui a vraiment fait que ben, j'ai mis les mains dans le cambouis et ça s'est fait. Voilà. Ok, ça a été le déclic en fait. Tout à fait, oui, ça a été le déclencheur. C'était en puissance, comme dirait Aristote, la prof de philo qui ne peut pas s'empêcher de la ramener. D'accord. J'adore. Puissance et c'est passé en acte, tu vois, c'est ça qui s'est passé. Et Rome a été l'élément déclencheur, ok. Mhm. Non, mais je crois que c'est ce que tu dis est intéressant parce que je pense que dans la vie, peut-être qu'on est tous amenés à faire certaines choses, mais qu'il y a des contextes qui sont, disons, plus favorables que d'autres Ouais. et qui nous permettent de voir vraiment ce qu'on doit faire ou de nous mener à une action qui était là, ensevelie, mais qui avait pas assez d'espace ou qui avait pas. Oui, c'est vraiment l'occasion favorable en fait. C'est vraiment ça. Donc, Un petit peu comme une graine prête à germer, tu sais, où finalement la terre recouvre, donc on ne sait pas ce qu'il y a sous cette terre-là. Mais c'est vrai que chacun a une graine différente qui germe, et puis après, ben, c'est quand ça éclot que finalement on voit ce qu'il y avait en dessous. Et là, tout à fait. Et Vas-y, vas-y. non, je t'en prie, je t'en prie, je crois Ah qu'il y a un pardon. décalage. Non, non, il y a un Ok, ok. décalage. Ah d'accord, ok. Mais je trouve que la métaphore de la graine est très juste et je crois que peut-être que le plus difficile parfois dans une société dans laquelle on vit comme la nôtre, qui est rapide, et dans laquelle il y a des actions tout le temps à faire, etc., des activités, des to-do list, c'est d'arriver à entendre quand ça germe. Et je crois, bon, peut-être que vous me poserez la question, mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Kerima, dans la première partie de l'émission, c'est cette attention à ce qui est, parce qu'en fait, tout nous est donné de manière assez simple. Peut-être que c'est juste une question d'écoute qui nous manque parfois. Et dans certains cas, il nous faut, je crois. Hein, en tout cas, moi, il m'a fallu quelque chose d'assez tonitruant comme un voyage à Rome afin de pouvoir voir. Donc voilà. C'est marrant, quand on parle des Capucines, je trouve qu'elle ressemble beaucoup dans sa façon de. Non, tu trouves pas, Anna, il y a des concordances entre vous, dans vos façons Ah, d'aborder, de section un petit peu. oui, 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 effectivement. Je pense que quand on touche à la poésie, ben moi c'est pareil. Donc je suis une toute petite aparté, ça m'est tombé dessus vraiment comme en marchant, tu vois, dans la rue, puis il y a un truc qui tombe sur. Jamais j'ai pensé écrire de la poésie et à 39 ans, ben comme ça, clac. Ouais. Ben il y a des mots qui me viennent et puis allez, on t'écrit. C'est vraiment pas quelque chose de prévu, de prévisible. Et puis voilà, je pense que quand on a, enfin, on peut tous être, on a tous un peu la fibre artistique et poète, bien sûr, mais c'est vrai que quand on a écrit de la poésie, ben, je pense qu'on a un regard sur le monde qui fait que on a une concordance, en fait, Ouais. certainement, ouais. Mm. Il y a beaucoup de séries. Et du coup, Capucine, tu nous as dit que tu étais prof aussi de donc, français langue étrangère. Mais donc, du coup, comment tu abordes l'écriture? C'est plutôt pour toi une passion ou alors tu le considères vraiment comme un vrai métier? On a déjà fait venir des personnes qui vraiment, l'écriture, c'était un métier pour elles vraiment de part en part. Mais toi, du coup, comme tu as un autre métier à côté, comment tu le considères?
Alors, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que donc en rentrant de Rome, je me suis rendu compte que déjà j'avais eu la chance d'être publiée, donc c'était déjà une première étape dans la professionnalisation, disons. Puis à côté de ça, les cours de français langue étrangère. Sauf que, et ça c'est intéressant aussi à souligner, on ne vit pas de la poésie. En tout cas, sauf si on est on a un grand nom et même uniquement de recueil de poésie. Je pense que c'est vraiment compliqué d'en vivre. Et les cours de français langue étrangère, comme je suis juriste de formation, en fait, a priori, j'ai pas le bon titre pour enseigner, donc j'ai pas une place acquise dans ce milieu-là. Donc, je suis vraiment à une partie, enfin, à un point dans ma vie où j'essaye de professionnaliser l'écriture, mais en la soutenant financièrement. Ça veut dire qu'il me faut un job à côté pour pouvoir vivre de cette passion-là. Donc, je dirais que c'est un peu double. Je réponds à ta question en disant oui et non. D'un côté, c'est professionnel parce que je mets tout en œuvre pour laisser de l'espace à l'écriture. Et je pense que c'est ça, en fait, le plus important. C'est de l'espace à l'écriture, mais du coup, de l'espace aussi à la vie. Enfin, on écrit que quand on vit. On écrit que quand, C'est trop beau. tu le disais il y a 2 secondes, Anna Maria, mais quand on peut prendre le temps de voir, de sentir ce qui se passe, etc. Euh, quand on a le temps pour que les choses nous tombent dessus aussi, je trouve. Complètement. Et donc, ça, c'est vraiment, mais ça demande de l'espace et ça demande une certaine disposition d'esprit, mais donc aussi d'à côté de subvenir à ses besoins. Donc, je suis vraiment dans une phase où j'essaye de consolider ça en cherchant un travail à côté qui me rémunère mieux pour pouvoir continuer. Donc, j'y suis pas encore, c'est pas encore mon métier, mais j'essaie que ça le soit. Après, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai collaboré avec dans une revue artistique, notamment via Sorocity, tu vois, Oui. Kerima, une revue Why Not, donc de cadavres exquis entre des photographes et des écrivains. Là, c'était aussi l'occasion d'écrire, pas pour moi directement, mais avec d'autres personnes. J'ai aussi participé à une formation pour jeunes auteurs et autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelle la Belle Académie. Et donc là, c'était aussi une manière pour moi d'essayer de me professionnaliser en me rendant compte, tiens, en fait, comment ça fonctionne, le fait d'être un écrivain aujourd'hui à Bruxelles. Et je me suis rendu compte, par exemple, que un auteur de roman, donc même pas de poésie, de roman, qui gagne bien sa vie, il vend plus ou moins 2000 livres, et il gagne 1 euro dessus quand il est publié, voilà. Et donc, ça montre bien que X temps de travail Ouais. engendre quoi, 2000 euros. C'est aussi une réalité et ça montre bien ça, c'est que j'en discutais avec des amis poètes et écrivains. En fait, le métier de l'écrivain n'est pas considéré comme un métier au même titre que le métier de boulanger, alors qu'on nourrit d'une manière différente. Mais donc finalement c'est assez politique de faire de la poésie et d'écrire, puisque c'est un peu à contre-courant et que c'est à contre-courant de tout ce qui est productiviste. Donc voilà, je me suis un peu égarée, désolée. J'espère que c'est clair. Bon, tu as bien suivi dans tout ton parcours. Mais effectivement, je pense que quand on écrit de la poésie, c'est vraiment pas pour s'enrichir. Non, ça c'est clair. À part, enfin, pas financièrement en tout cas. Non, non, pas financièrement. C'est pour libérer. C'est pour se libérer, pour, comme tu dis, il y a une espèce de chose qui arrive et tu laisses passer. Et puis, c'est le plaisir aussi de pouvoir impacter l'autre avec des mots. Tout à fait. C'est vraiment un D'entrer plaisir. en discussion avec l'autre avec des mots aussi. Oui. Je crois qu'il y a ça. Ouais. Je sais pas toi comment tu le vis, Anna-Maria, mais moi j'ai cette sensation de maintenant mon texte m'appartient plus. Il y a un Oui. truc beau. Il y a des personnes qui me font des retours où je sens que tel mot a fait écho. Et je crois qu'il a fait écho parce que moi, quand je l'ai écrit, je l'ai vraiment ressenti. Je crois qu'il y a quand même une certaine sincérité à voir quand on écrit. Et c'est là que ça fait écho avec l'autre. Pas forcément de la même manière que soi, c'est-à-dire que tel mot va avoir telle sensation, telle signification pour moi et une autre pour Kerima ou pour toi. Mais je crois que quand on écrit sincèrement, ça se sent aussi. Enfin voilà. Oui, tout passe par les mots, la puissance des mots, la vibration des mots, l'agencement des mots. Il y a un message subliminal, mais on m'a déjà dit, mais il y a des messages subliminaux. Ah ben, moi, ça, c'est un super compliment. Tout C'est un à fait. super Complètement compliment. d'accord. Parce qu'effectivement, ce qu'on a eu l'intention d'écrire, nous, on a notre vision et c'est génial parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que la vision de chacun a vraiment sa vision du monde. Et par exemple, toi, tu es dans une situation, mais ce qui compte, c'est l'émotionnel qui est transmis, l'authenticité.
Et c'est effectivement ce qu'on a pu ressentir dans ton recueil. Alors, on a encore quand même quelques questions. Du coup, est-ce que tu as un rituel d'écriture? Est-ce que c'est tous les jours, quand tu peux, etc. Et puis combien de temps à peu près tu y consacres? Ah, grande question. Comment intégrer vraiment l'écriture dans la vie? Ça, c'est aussi tout un challenge. Ce que je fais, sans que ça ait aucune vocation littéraire, mais je le vois plutôt comme quelque chose de l'ordre de l'hygiène de vie. Je me réveille, premier truc que je fais, j'écris, j'écris 3 phrases, ou j'écris mon rêve, ou j'écris. Donc, je n'allume même pas mon téléphone, je passe de mon lit au bureau qui est à côté, et paf, j'écris. C'est le premier truc que je fais. Même si ça ne servira jamais à rien, peu importe. L'idée, c'est de commencer la journée avec un acte qui compte pour soi. Parce qu'on peut vite être pris dans le tourbillon de la vie. Et donc, cette idée de commencer la journée par un acte qui compte, c'est une hygiène de vie, je crois. Donc ça, j'ai mis ça en place depuis quelques mois. Donc c'est très chouette. Et alors, au niveau de l'écriture en tant que telle, plus à vocation littéraire. J'ai pas trop de rituels d'écriture. Au contraire, il y a des moments où je me dis mince, mais est-ce que je vais être capable de réécrire un deuxième recueil ou quelque chose d'autre? Parce que à Rome, c'était une parenthèse, Une fulgurance. pas enchantée, mais c'était quelque chose de particulier, quoi. J'étais seule aussi, donc j'étais là sans but véritable, mais donc il y avait beaucoup de temps. Là ici, je suis dans un quotidien différent, et donc tout l'exercice pour moi, euh, pour rebondir sur ce que disait Kerima, qui est l'idée de le professionnaliser, c'est de parvenir à le mettre dans le quotidien. Quand je suis malade aussi, comment faire ça? Et donc, là, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai des moments où je travaille, où j'ai mes activités, mais j'essaye dans ma semaine de me garder des moments, des bulles à moi. Et c'est tant pour écrire que pour vivre. Parce que comme on disait, il faut vivre pour écrire. Et donc, par exemple, ce que je fais demain, c'est je pars à la mer. Demain, c'est ma journée de la semaine où il n'y a pas de productivité à avoir. Il y a juste un pas de côté. J'appelle ça mes pas de côté. Je crois que c'est hyper important. Et donc, je fais des pas de côté. Et demain, c'est avec une amie autrice aussi. On va à la mer et on va voir ce qui se passe. On a notre calepin, on a nos yeux et nos oreilles et tout notre corps, parce que je crois qu'on écrit avec le corps avant tout. Et on va voir ce qui se passe. C'est comme ça que je fonctionne pour l'instant, mais il n'y a pas de recette magique et je cherche encore à vraiment ancrer ça dans un quotidien de manière plus régulière, mais je, en fait, j'explore. C'est impressionnant. Je trouve, c'est vraiment poétique ce que tu dis, franchement. Wow. Je sais pas si c'est, en tout cas, j'essaye de le vivre, quoi. Mais Je crois que c'est ça la poésie, tu vois. tellement proche de l'essentiel en fait. Et tu vois, désolé Anna, peut-être que je t'ai coupé, mais tu vois, quand on regarde sur les réseaux et tout, on voit beaucoup. Moi, j'essaye de me détacher de ça, mais on voit beaucoup de personnes avec leur genre writing routine en mode je me réveille. Bon, c'est un peu comme toi, mais eux, c'est vraiment de façon très on a l'impression que leur vie, elle suit un rituel chaque jour, en fait. Ils vont réussir à se dégager 3 heures pour écrire. Alors qu'en vérité, la vie, c'est tellement plein d'imprévus. Combien de fois je me dis, ce soir, j'écris 1 heure, et puis il y a mon mari qui vient, et puis assis, et on m'appelle, et finalement, j'ai oublié ça. Et je me dis, mais comment ces personnes, elles arrivent, à moins de vraiment être payées pour ça, comment on a faire ça? Genre, c'est impossible. Mais inversement, tu vois, il y a peut-être des moments où tu n'avais pas prévu Ouais, d'écrire et tout d'un coup, tu as un moment qui se libère. Donc, je crois que c'est dans les deux sens. c'est ça qui est beau aussi, c'est Tout à vrai. fait. Et je pense que c'est là que tout se joue. Et alors, les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, donc je tente vraiment, j'ai pas de recette, mais je crois que l'idée, c'est de parvenir à le plus possible être réceptif, à vraiment entendre quand, quand on, quand il y a un truc de l'écriture qui Ouais. s'impose, et à ce moment-là, de choper l'occasion et d'y aller. Euh, et peut-être que ça, comment dire, là on parle d'écriture, mais peut-être que ça parle de la vie aussi en général. Peut-être que toute l'idée d'être sur Terre, c'est de parvenir à être vraiment là. Donc au moment où on est hyper triste, eh ben, vivre vraiment la tristesse. Au moment où on est joyeux, c'est d'être là pour accueillir la joie. Et au moment où on sent que l'écriture nous traverse, ben, le faire aussi. Ouais. Mais ça demande de l'exercice, ça demande du lâcher prise aussi, c'est ça qui est particulier. C'est à la fois de la discipline et à la fois du lâcher prise. J'ai pas encore trouvé, mais je cherche. C'est vrai que la poésie se prête beaucoup à ça, en fait, aux inspirations du moment par rapport à ce qui est déclenché chez nous.
et on sent que là, il faut aller jeter un truc sur le papier. Après, peut-être que le roman, je sais pas, après, moi, j'en ai jamais écrit, mais demande un peu plus de discipline, parce que ils peuvent pas, enfin, les romans, ce que j'aime dans la poésie, c'est que c'est tellement court et précis et impactant et direct, voilà. Mais quelqu'un qui écrit un roman, je pense, doit avoir une petite routine, enfin, je pense, hein, je pense. Parce qu'il faut quand même avancer dans l'histoire sur 250 pages. Ouais, Et, c'est ça. voilà, ça peut pas, Après, quand non plus, mais même. la Parce poésie, qu'il y ça a relève. une quantité de mots à fournir, tu vois. Mhm. L'histoire peut-être peut se faire tout ça dans le métro, etc. Mais il y a une quantité de mots à fournir. Alors que ce que j'aime dans la poésie, je sais pas pour toi, Capucine, c'est le fait que en très peu de mots, de manière très concise, beaucoup est transmis en fait. Oui, je suis d'accord avec toi et même j'irais jusqu'à je me suis rendu compte que les romans que j'apprécie beaucoup, alors ça dépend lesquels, hein. Là, j'ai par exemple cet été, j'avais lu Goliarda Sapienza, L'art de la joie, qui est un roman assez connu et fondateur de la littérature italienne, et c'est un truc genre comme ça. Et j'ai adoré. Mais à côté de ça, des livres qui m'ont marqué sont des livres, des romans très courts. Et je trouve qu'il y a une prouesse vraiment à écrire en peu de mots une histoire que ça colle, qui est une mélodie dans la langue. Voilà. Et donc, je pense notamment à un livre qui s'appelle Le suppléant aussi un italien, en fait, Fabrizio Puccinelli, qui est, qui raconte l'histoire d'un suppléant à l'école, donc d'un prof, dans les années 70 en Toscane. Et c'était, je crois que ça fait 100 pages max, vraiment, donc c'est tout petit mais il parvient en peu de mots et aussi dans l'espace qu'il y a entre les mots à induire quelque chose. C'est-à-dire que il arrive dans son écriture à créer du silence qui fait partie de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est aussi de la poésie finalement qui est dans le roman. Il est, enfin voilà, c'est vraiment une prouesse, je trouve. Oui, Tu nous donnes effectivement. envie de plus élargir notre PAL, déjà qu'elle est énorme. On ne suit plus. Ouais. Moi, j'y arrive pas. De toute façon, c'est tout. J'ai oublié l'histoire de lire tout ce que j'ai acheté. Ouais. Voilà. Je fais le deuil. Le deuil, ça fait du bien aussi. Mais en Euh, vrai, Dis-moi, est-ce que tu penses ouvrir, enfin ouvrir, pas du tout, écrire un second recueil ou autre chose d'ailleurs, un roman ou une nouvelle. Du coup, tu parles peut-être plus des nouvelles. C'est vrai que les nouvelles, c'est un genre qui est très court et avec une chute finale assez rapide. Donc, je sais pas, est-ce que tu as d'autres ambitions littéraires derrière? Alors pour l'instant, je suis en phase un peu exploratoire. C'est-à-dire que quelque chose qui est clair, c'est que j'ai envie de continuer à explorer ce sensitif dans la langue. Donc tu parlais à un moment, Anna-Maria, que voilà, que l'exploration linguistique et esthétique, ça faisait vraiment partie de la poésie, et je le ressens aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye d'explorer, mais même au-delà des mots. J'explique, par exemple, je suis dans un collectif d'artistes, un sculpteur et une dessinatrice, et où on est au début du processus, mais on s'amuse avec un certain thème à explorer avec nos différentes pratiques ce que ça peut susciter et voir s'il y a quelque chose qui peut ressortir de tout ça. Donc, je crois vraiment que la poésie, pour moi, c'est aussi une conversation. C'est pas qu'un truc solitaire. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien collaborer avec d'autres personnes, à voir la forme que ça prendra. Et pour moi, seule, j'ai un thème qui, pour l'instant, est là dans les limbes et que je dois je lis plein de livres sur le sujet, ça parle de l'eau, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai une fixette sur l'eau depuis quelques mois, et donc j'écoute plein de podcasts, je lis des livres, pas que sur l'eau, mais où voilà, il y a quelque chose de liquide, disons. Il y a quelques petits textes qui sont sortis de là, mais pas encore quelque chose de très concret. Donc je crois que là, l'idée c'est juste d'écrire et de voir quand quelque chose émergera. ouais, c'est un peu tout. On a compris, je crois. C'est laisser faire le feeling. Inch'Allah. Tout Exactement. à fait. Mais quand même le faire, c'est-à-dire c'est quand même Oui, ne pas rien faire, y aller quand même. C'est ça, c'est être réceptif et à la fois ouais. agir, Te laisser écrire. le temps de recevoir, en fait. Et ensuite, de créer. Voilà. Et c'est Voilà. vrai, on est dans une époque, juste pour rebondir sur ça, dans une époque, en fait, comme tu l'as dit, on le voit, on est tellement dans l'urgence, en fait, qu'on est complètement dans la productivité et le faire, mais on n'a pas la matière pour faire. Et c'est vrai que même moi, des fois, ça m'arrive que, parce que je suis un peu en stress par rapport à tout ce que je fais, surtout que mon dernier ouvrage, il a pris tellement de temps à écrire, à se publier, que j'étais vraiment dans cette culpabilité de voir beaucoup de personnes qui avaient leur ouvrage de sortie. Et moi, je me disais, mais c'est quand, mais c'est quand, mais c'est quand?
Et du coup, je me motivais à en continuer d'écrire, mais je me disais, mais tu t'es même pas posé, tu sais même pas sur quoi tu veux écrire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être dans cette productivité, mais sans savoir quel était l'objet de celle-ci. Et je crois que c'est un peu le mal de notre époque, d'être trop dans le faire et pas assez dans l'être. Ouais. Je suis d'accord. Super. Bah écoute, je pense que l'interview touche à sa fin. On avait un petit jeu à te proposer. C'était Oui. donc on a une liste de 1 à 26 donc questions. On t'en a posé quelques-unes, mais peut-être voilà de 1 à 26, quel chiffre t'inspire? Si on t'a posé la question, bah t'en choisiras un autre. Ouais. D'accord. Bah, imaginez que je vais choisir le chiffre 21 parce que c'est l'épisode 21 et que je suis née le 21 janvier, donc je me suis dit. Voilà. Alors la question n'est pas très pertinente dans ton cas. C'est avez-vous déjà eu un manuscrit refusé? Ben effectivement, c'est pas très pertinent parce que je l'ai envoyé un peu via une fée et ça a été accepté, donc j'ai pas l'expérience en la matière. Je peux pas dire. Ok. Mais je suis sûre que pour les prochaines fois, peut-être que j'aurai plein de refus, je sais pas. Je crois que il y a des moments où non, mais je veux dire, parfois les étoiles s'alignent et parfois c'est plus compliqué. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver à son terme, mais voilà, on verra. Je croise les doigts pour que la prochaine fois ça marche aussi. Inch'Allah, on te le souhaite en Merci. tout cas, on te le souhaite. Merci. Ça se passe. Deuxième numéro du coup, Anna, pour avoir une question quand même un peu qui la touche. Bah, du coup, toujours de 1 à 26. 17. Alors, Intéressant. vos histoires, Ouais. donc tes poèmes plutôt. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Ah, attends, je t'entends plus. Il n'y a plus de son, Keriba. C'est bon? Alors, vos histoires sont-elles tirées de faits réels, d'anecdotes personnelles? Donc, du coup, il y a Rome, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Si c'est pas. Ben, dans le livre, c'est parce que j'étais à Rome, mais donc c'est pas forcément. Disons que mon regard était là-bas à ce moment-là, mais si j'avais été en Belgique, ça aurait été en Belgique. Ouais. Rome est secondaire, quoi. Et disons que c'est moi sans être moi. Ça veut dire que c'est plus moi qui étais, comme je disais, réceptive à ce qui se passait autour de moi et qui regardait. J'ai tenté, tant que j'ai pu, de traduire ce que je ressentais et ce que je voyais. Voilà. Mhm. Très bien. Donc, le ressenti. Ok. Bah, je pense qu'on peut passer à ma partie préférée de l'émission. Mais quelle Pas Anna. est-elle? Quelle est-elle? C'est la lecture. Ah, attends, j'ai une dernière question. Ah, vas-y. C'est une question bonus. Ah, ouais. Remarquez, on aurait pu la poser après, mais qui est Garbatella? Ah oui. Parce que cette fois, on a quatre Garbatella, tome 1 jusqu'à 4. Donc, voilà, qui est-elle? Alors, Garbatella, c'est intéressant, c'est le quartier, c'est le nom du quartier où je vivais à Rome, dans le sud de Rome. Et dans mon souvenir, Garbatella, dans la légende, c'est le prénom d'une femme. Donc, il y a ça que je trouve rigolo, c'est que, effectivement, qui c'est Garbatella? C'est un lieu, c'est une femme peut-être, dans la légende. Et voilà, il y a 4 parties parce que mon voyage a été partagé en 4 moments différents. J'ai dû revenir à Bruxelles, puis voilà, des moments différents ont vraiment scandé mon voyage. Et donc, je trouvais que les textes que j'avais écrits suivaient ça, c'est-à-dire que les tout premiers textes étaient ceux du début et le dernier texte était celui de la fin. Et donc, j'aimais bien cette idée d'avoir un fil, dans le temps, sans que ce soit forcément dit. C'est pour ça que je l'ai pas exprimé plus explicitement, mais que pour moi, voilà, il y avait ce fil des différents moments à Garbatella. Ok, super. Bah, merci. J'aurais jamais deviné. Donc, ta partie préférée, Kirima, quelle est-elle? Moi, je sais. C'est lorsqu'on passe à la lecture en direct, mais j'ai tellement apprécié la façon de lire de Capucine que j'aimerais te demander, est-ce que tu peux lire à ma place le passage que j'ai choisi de ton livre? Vas-y, dis-moi quel passage c'est. Mais du coup, tu le sais, hein, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poème Parfois, que j'ai vraiment trop. D'accord. Ok, je le reprends. Pardon. Alors, donc le poème, comme tu disais, s'appelle Parfois. Parfois, j'aimerais être déposée dans la vie comme ces essuies sur les cordes à linge dans l'arrière-cour des bâtiments, me balancer au gré du vent dans la fraîcheur ombragée d'une nouvelle matinée. Parfois, j'envie le balai régulier des volets
Ouvert, fermé, entrebâillé, zébrant l'intérieur de la chambre d'une lumière ouatée, rajeunissant la pièce de dessins éphémères. Parfois, j'aimerais attraper l'arôme moelleux des cornettis sortis du four, fugitives, fusant dans l'air comme des confettis invisibles. L'odeur s'en va, sans trace, ni pourquoi. Parfois, j'aimerais surplomber les rues, comme les immeubles du quartier, tantôt robustes et carrés, tantôt le nez fin des fers à repasser, et de ma présence muette, dicter le rythme changeant, le va-et-vient des passants. Magnifique. Super bien, mais vraiment, tu as un don pour lire, subhanallah. C'est Merci, poser ta merci. voix en fait au bon moment. Tu vois, quand tu as dit par exemple l'entrebâillement des volets, j'ai eu l'impression de le voir parce que je sais pas, tu sais lire, tu sais très bien lire. Merci, C'est pour merci ça là où beaucoup. il le faut, franchement. Merci. Alors, pas le tien, c'est un peu dur à choisir, honnêtement. Tu me demandes ce que j'ai Tu as dit choisi? Oui, oui, oui. J'ai choisi entre un jeu disparu et une place isolée. Ouais, j'ai bien aimé les deux. Ah, voilà. Je vais prendre une place isolée. Ok, on t'écoute. Une place isolée. Je suis là. Comme les graviers qui crissent sous mes pas. Je suis là. Comme les cyprès qui crèvent le ciel bien droit. Je suis là. Comme le train qui ronronne entre les champs somnole. Je suis là. Comme les pierres calcaires qui soutiennent des vies d'autrefois. Je suis là. Comme la dentelle lumineuse qui habille la banalité, les recoins oubliés. Et c'est terminé. J'ai beaucoup aimé celui-là et celui d'avant parce que je pense que il y a il y a une perte. On se demande où la personne est, où est le jeu. Ok. Moi, si j'explique pourquoi, du coup, maintenant, on va passer du coup à notre avis donc, sur l'ouvrage. Mhm. Donc, déjà, mon avis par rapport au poème parfois, c'est parce que je trouve qu'il représente vraiment l'ouvrage de façon générale parce que, encore une fois, il y a vraiment je sais pas si c'est fait exprès, mais cette ironie de prendre des objets du quotidien, voilà, les volets, le moelleux, l'arôme moelleux du coussin, ce genre de choses, les pierres, etc., par terre, et de leur redonner vraiment une gravité au sens où on se dit, mais est-ce qu'elle parle vraiment d'un coussin? Est-ce qu'elle parle vraiment Il y a vraiment ce truc que je trouve qui est vraiment, qui relève du génie de savoir faire ça, c'est pas facile, hein, parce que moi, je décris beaucoup dans mes livres aussi, et voilà, quand on décrit, on essaye d'avoir une certaine poésie. Il ne faut pas que ce soit non plus que la prosaïcité. Et c'est très difficile quand tu dois décrire un caillou de poétique. Genre, tu vois, c'est très difficile de rendre ça beau à la description. Et ça, tu sais très, très bien le faire. Et j'aime beaucoup, en fait, voilà, il y a vraiment un mélange, je trouve, ce que j'ai vu, un mélange entre la légèreté des thèmes choisis et la lourdeur. C'est pas lourdeur, c'est lourd, hein. La lourdeur, plutôt la gravité, tu vois, dans le sens la gravité du style et de la façon de la façon ouais, du style en fait, de la façon de les évoquer. Et il y a vraiment un côté très palpable. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté. Tu as écrit quelque chose dans le préambule. Ah, pourquoi je l'ai pas noté? Si. Euh, Quelque chose qui était de l'ordre de, c'est des mots qu'on ressent en fait qui sont palpables. C'est quoi déjà le préambule, Anna? Tu peux le. Il y a quelque chose. Oui. Alors attends. C'est une poésie qui est palpable ou je sais plus c'est quoi exactement, Oui. Capucine. Est-ce que je Euh, folle ou tu veux dire dans la... Vas-y Anna, oui. Un espace où les mots résonnent, embaument, caressent, empoignent, s'impriment sur la rétine. C'est voilà, c'est ça? ça. Paume, caresse, empoigne. Et vraiment, ça, je l'ai vraiment ressenti. C'est vraiment, c'est de la poésie qui est très palpable. C'est bizarre à dire, mais on ressent, on est vraiment dedans en fait. C'est très palpable, on s'imagine beaucoup les choses et on les ressent parce qu'en fait, c'est normal. Tu parles d'un quotidien Mhm. auquel on fait face. Euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi pour voilà, le titre aussi, Regarder pour rien, je l'ai trouvé aussi très parlant parce qu'encore une fois,
Je trouve que du coup, tu évoques un peu cette prose quotidienne, regarder pour rien. Et c'est vrai que tous ces objets, en fait, on les regarde plus. On les regarde pour rien. Je regarde mon téléphone pour rien parce qu'en fait, je le regarde pas. Je le regarde à travers le filtre de mon utilité. Je vais appeler avec, tu vois. Mais je le regarde plus. Du coup, je trouve aussi que regarder pour rien, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais je trouve que ça vient aussi, enrichir toute cette compréhension-là des objets à la fois usuels mais oubliés, mais auxquels tu essayes de redonner un peu d'intérêt. En tout cas, c'est ma compréhension. Peut-être que je te donne à côté de la plaque, mais Non, 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 du tout, du tout. Et c'est déjà vraiment merci parce que le fait d'avoir l'avis d'une autrice, donc de quelqu'un qui écrit aussi élogieux que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout que c'était mon objectif, c'est-à-dire que pour moi, je me suis rendu compte qu'au départ, l'écriture, c'était quelque chose qui semblait intellectuel, alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le truc le plus sensitif qui existe, quoi. ouais, c'est Vraiment, écrire, c'est le corps, enfin complètement. Et j'avais l'impression que l'endroit où j'allais être la plus juste, c'est dans cet espace que tu as essayé de décrire, Kerima, c'est l'espace de, euh, comment dire, du corps dans les ouais, mots. Comment est-ce que je peux décrire le plus fidèlement possible la lumière que je vois qui traverse la fenêtre? vraiment. Qu'est-ce qu'elle me dit cette lumière, tu vois? Mais sans, justement, en n'essayant pas d'échafauder plein d'idées et d'aller trop loin, juste de décrire le plus fidèlement ce que je vois, ce que je sens comme un corps qui voit, qui sent. Parce que là, j'ai l'impression que, oui, qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que je dis. Pas vrai avec un grand V, Oui, juste vrai de moi, petite personne sur Terre qui va mourir un jour, enfin tout ça. Mais en tout cas que c'était la chose la plus honnête que je pouvais faire. et ça sera- Et regarder pour rien, effectivement, c'est ça, c'est cette idée ouais, que si tu regardes on regarde toujours pour des choses, tu vois, on est toujours dans une ouais, productivité et regarder pour rien, c'est s'ouvrir à cet espace dont parlait Anna juste avant aussi, et puis c'est là que ça nous tombe dessus, quoi. mm, C'est là que les choses se passent, c'est quand on s'ouvre au rien. Et là, quand on s'ouvre au rien, waouh, qu'est-ce qui se exactement. passe? Il y a Qu'est-ce tout. qui se passe? Dans le Il y a rien, il y tout, a tout. exactement, Dans le évidemment. rien, il y a tout. Et en tout cas, je te Et rassure. justement, en plus, c'est la conclusion de ma présentation, mais je vais commencer par le début quand même. Donc, les thèmes principaux du livre, il y a l'idée quand même beaucoup de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de flâner, Oui, Flan, parce que ouais. je sens vraiment voilà d'aller dans une autre dimension, de flâner un petit peu. Euh, Au niveau des thèmes, il y a pas mal la nature et la reconnexion aux sens, donc les 5 sens. La femme, les relations amoureuses, l'identité, l'Italie, point d'interrogation, mais j'ai eu ma réponse. Alors j'ai aimé le récapitulatif, donc il y a un truc assez original, c'est qu'à chaque, donc tu as 4 chapitres, et à chaque fin de Ah oui. chapitre, tu as fait une phrase à partir de chaque titre de poème. Donc, par exemple ici, il y a des fragments de femmes, un jeu disparu, une place isolée où j'essaie de tomber dans tes bras. Et tout ça, ce sont des titres. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal original comme une espèce de conclusion de ce chapitre-là, puisque ton voyage était en 4 parties. Et donc, ce sont des poèmes assez courts, au vocabulaire simple et donc, pour moi, accessible à tout le monde, parce que parfois la poésie peut paraître aussi obscure et élitiste. Et donc voilà, je trouve que c'est super pour que chacun puisse vraiment s'y reconnaître. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est là que je voulais conclure, c'était le titre Regardez pour rien. Est-ce qu'on ne regarde pas sans conscience? Et est-ce que le rien existe? Voilà. Merci, merci beaucoup pour votre regard, à toutes les deux. Et juste, je Ah voulais bah noter, écoute, mais en tout cas, j'ai apprécié de le dire. Mm. même si c'est accessible Merci. au niveau des mots, il y a quand même, on sent quand même que t'as une maîtrise du vocabulaire, si je me trompe pas. Il y a quand même des mots qui sont Oui. pas des mots du langage courant. Enfin, ils sont compréhensibles, mais on sent que tu apprécies la langue aussi. Et Oui. Oui, j'apprécie beaucoup. C'est un jeu, quoi. C'est ça qui est chouette. ça se ressent. Ah, Un merci, jeu de merci. langue. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Mais c'est ça, Ah bah écoute, nous aussi. Nous aussi, moi, ça me fait plaisir en Alors, tout cas d'accueillir des poétesses, parce que c'est pas forcément le genre le plus courant, comme je disais tout à l'heure en introduction. Comment? de Bruxelles répète? RPZ. La Belgique ce soir. Ah, ok.
Mais moi, je suis presque belge. Je suis à Lille. Ouais, C'est C'est vrai, presque la Belgique. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on peut nous appeler les Flamands, quelque chose comme ça, les Flandres. Alors, on termine toujours par l'actualité. Donc, est-ce que tu as une actualité particulière, Capucine? Oui, alors je serai en séance de dédicace à la foire du livre de Bruxelles. Le samedi, c'est le 6 avril à 11h. Voilà. Donc, si jamais des personnes sont intéressées, je serai au stand de ma maison d'édition, qui est une super maison d'édition, Maelstrom Révolution, qui promeut beaucoup de jeunes auteurs et autrices et qui fait un travail vraiment extraordinaire. Je les remercie d'ailleurs beaucoup. Et donc voilà, je serai à leur stand et c'est le 6 avril à 11h à la foire du livre de Bruxelles. on retient. Ah bah super. Donc, rendez-vous pour les Bruxellois. Voilà. Et toi, Kérima? Moi, du coup, Ça a l'air d'être la même chose. non, j'ai voulu aller, mais c'est un peu compliqué pour moi, sans rentrer en détail. Mais du coup, j'ai quand même une dédicace le 9 mars au Café Sweets and Book de Bruxelles. Donc, si tu connais aussi Capucine, n'hésite pas si t'as rien à faire. C'est pas samedi là, c'est samedi prochain. C'est ça. Voilà, donc une dédicace rencontre littéraire. Je préfère dire échange parce que je préfère discuter que simplement dédicacer. Et sinon, il y a toujours donc mes 3 livres qui sont. D'ailleurs, Capucine, tu peux montrer ton ouvrage aussi si tu l'as sous la main, qui sont en vente sur Amazon. Voilà. Et puis la chaîne YouTube. Montrez tous vos ouvrages, c'est le moment de faire une propose. Oh ben moi, il est derrière quelque part. C'est pas grave. Ce que tu nous as pas dit, c'est essentiellement sur où est-ce qu'on peut l'acheter essentiellement? Parce qu'il y a plusieurs points de vente, non? Oui. Alors normalement, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Il est commandable. Et à Bruxelles, même en France, puisque la France est reliée à la Belgique avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc je sais par exemple qu'à Paris, euh, il y a la librairie de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le propose. Donc il est accessible pour le lectorat français aussi, ça c'est très chouette. Et ici à Bruxelles, il y a plusieurs librairies qui l'ont, pas toutes évidemment parce que c'est un tout petit ouvrage. Euh, Par contre, ce qui est intéressant aussi, puisque pour rebondir sur ce que disait Anna juste avant, euh, il est facile à lire, je crois, mais il est aussi accessible financièrement, puisque il coûte 3 euros. C'est ce Et que je vraiment, vois. c'est important, je crois, de le dire, parce que l'idée de la maison d'édition, donc de Maelstrom Révolution, c'était de vraiment créer des livrets d'action poétique, donc des vrais livres de poche qui coûtent pas cher, qui soient accessibles à tous. Et je crois que le prix est le même depuis 10 ans, donc ça coûte moins qu'un cappuccino, quoi. Donc, aujourd'hui. Et vous avez de la poésie, donc voilà, ça vaut la peine éventuellement. Pour ceux même qui n'ont pas beaucoup les moyens, je crois que c'est accessible, ça c'est chouette. Oui. C'est vrai. Ça Moins change. moins d'un café, allez vous nourrir Ouais. l'esprit, les sens avec le livre donc de Capucine. Alors moi, juste rapidement, je vais juste, je suis toujours dans l'écriture de mon deuxième recueil. Voilà, ça se termine. Ok. Emballer, c'est peser, n'est-ce pas? On peut aussi l'acheter quelque part, ou est-ce qu'il est accessible en Belgique ou uniquement en France? Non, pour l'instant, moi, il est juste sur Amazon parce que je suis auto-publiée, donc pour mon premier recueil. Le deuxième, je verrai, je ne sais pas encore. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux maisons d'édition, auto-publication, donc à Ouais. voir. Peut-être je changerai de voir un petit peu ce que ça fait peut-être d'être des deux côtés, je sais pas. Voilà. Eh ben écoute, on termine aussi toujours avec une citation de clôture. Donc Kérima, tu nous as trouvé une magnifique citation. Oui. Oui, oui, c'est une anecdote que je voulais dire d'ailleurs, c'est vrai. En fait, pendant que je faisais en 2-3 minutes, hein, pendant que je faisais la trame pour l'émission avec notre chère Capucine, je cherchais du coup une citation parce que effectivement, je voulais faire la citation comme on fait à la fin de chaque émission. Et depuis que je suis étudiante, et j'ai un fichier Word qui doit faire environ 98 pages, si ce n'est pas 100, avec que des citations, parce que j'aime trop, tu vois. Donc des citations de philo, de littérature et tout. Et je me suis dit, bon, vas-y, je prends la roulette de la souris, je fais comme ça. Et je vois où ça tombe. Là, après, bon. Moi, je trouve que c'est un signe de Dieu, après on l'interprète comme on veut. Je suis tombée sur la citation L'homme n'est malheureux que parce qu'il ignore la nature de Holbach. Et donc là, si c'est quand même pas un signe, C'est génial. désolé, incroyable. L'homme n'est malheureux que parce qu'il ignore la nature. Et c'est exactement ce qu'on a dit dans toute l'émission. Exactement.
Exactement. En tout cas, on espère que tu as passé un bon moment, Capucine. En tout cas, pour ma Oui. part, super moment. Très, très belle découverte. Et je te souhaite vraiment de pouvoir développer cet art poétique et de le diffuser encore plus largement. Et on espère que les auditeurs auront apprécié aussi la découverte de cette poésie, même si on n'a lu que 3 poèmes. Mais si vous voulez lire le reste, c'est 3 €. Hein, donc, il suffit de l'acheter. Voilà. On retrouve. Sur ce, Merci beaucoup. une bonne soirée à tous et à très bientôt. Ça m'a été. Merci. À Au bientôt, ciao. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.